Le 23 novembre 1987, le docteur Vincent Garnier, 42 ans, chirurgien cardiovasculaire réputé de l'hôpital Édouard Herriot à Lyon, quitte la salle d'opération après avoir sauvé la vie d'un patient lors d'une intervention complexe. À 23h30, il franchit les portes de l'hôpital sous une pluie battante. Personne ne le reverra jamais vivant. Pendant 19 ans, sa disparition demeure un mystère absolu pour les enquêteurs, sa famille et toute la communauté médicale lyonnaise. Aucune trace, aucun indice, aucune explication. Puis, en 2006, lors de travaux de rénovation dans la crypte de l'église Saint-Nizier au cœur du Vieux-Lyon, des ouvriers découvrent une boîte métallique scellée derrière un mur centenaire. À l'intérieur se trouve le scalpel chirurgical de Vincent Garnier, ses initiales gravées dans l'acier inoxydable, accompagnées de documents qui vont révéler une vérité bien plus troublante que tout ce que les enquêteurs auraient pu imaginer. Comment l'instrument le plus personnel d'un chirurgien a-t-il pu se retrouver caché dans une église? Que s'est-il réellement passé cette nuit pluvieuse de novembre? Et surtout, pourquoi un homme au sommet de sa carrière, aimé et respecté de tous, aurait-il choisi de disparaître après l'une de ses plus grandes réussites professionnelles? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Lyon, automne 1987. La ville, deuxième métropole française, vit au rythme de ses industries pharmaceutiques florissantes et de son prestige médical reconnu internationalement. Le quartier de Bron, où se situe l'hôpital Édouard Herriot, bourdonne de l'activité constante d'un des plus importants centres hospitaliers du pays. Dans le service de chirurgie cardiovasculaire, le docteur Vincent Garnier s'est forgé une réputation exceptionnelle au cours de ses 15 années de carrière. Originaire de Villeurbanne, formé à la faculté de médecine de Lyon, il représente l'excellence médicale française. Ses mains précises et son calme légendaire en salle d'opération lui ont valu le respect absolu de ses pairs. Vincent habite avec son épouse Hélène, dans un appartement spacieux du 3e arrondissement, près de la Part-Dieu. Hélène enseigne la littérature française au lycée du Parc, une institution prestigieuse du 6e arrondissement. Leur mariage, qui dure depuis 17 ans, est considéré par leur entourage comme solide et harmonieux. Le couple n'a pas d'enfants. Un choix conscient selon leurs proches, Vincent s'étant entièrement consacré à sa vocation médicale. Il mène une vie confortable, fréquente les cercles intellectuels lyonnais, assiste aux représentations à l'opéra et aux vernissages dans les galeries du Vieux-Lyon. Les collègues de Vincent le décrivent comme un homme méthodique, presque obsessionnel, dans sa quête de perfection. Le docteur Sophie Blanchard, anesthésiste avec qui il travaille depuis 8 ans, raconte qu'il arrivait toujours au moins 1 heure avant ses interventions pour réviser chaque détail, chaque scanner, chaque analyse. Vincent ne laissait rien au hasard, dira-t-elle plus tard aux enquêteurs. C'était à la fois sa plus grande qualité et peut-être son plus grand fardeau. Il ne se pardonnait pas la moindre erreur. Cette exigence envers lui-même se manifestait aussi dans sa vie personnelle. Son appartement était impeccablement rangé, ses vêtements toujours parfaitement repassés, sa Mercedes grise lavée chaque dimanche matin sans faute. Pourtant, derrière cette façade de perfection, certains observateurs attentifs avaient remarqué des changements subtils au cours de l'année précédant sa disparition. Hélène mentionnera plus tard que Vincent souffrait d'insomnie de plus en plus fréquente. Elle le retrouvait parfois à 3 heures du matin, assis dans le salon, fixant les lumières de la ville à travers la baie vitrée. Quand elle lui demandait ce qui n'allait pas, il répondait invariablement que c'était le stress lié à un cas difficile. Le docteur Blanchard avait également noté que Vincent avait commencé à fréquenter plus régulièrement l'église Saint-Nizier, située à quelques rues de l'hôpital, dans le 2e arrondissement. Il s'y rendait parfois pendant sa pause déjeuner, s'asseyant seul dans les bancs du fond, les yeux fixés sur le maître-autel. Le père Antoine Mercier, 68 ans, dirigeait la paroisse Saint-Nizier depuis 23 ans.
Homme discret et profondément dévoué, il était connu pour son approche compassionnelle du ministère et son respect absolu du secret de la confession. Plusieurs paroissiens témoigneront que le père Mercier semblait avoir développé une relation particulière avec le docteur Garnier au cours des derniers mois. On les voyait parfois converser longuement dans la sacristie après la messe du dimanche. Ces conversations, dont personne ne connaissait le contenu, semblaient peser lourdement sur les deux hommes. Le père Mercier, habituellement souriant et jovial, paraissait de plus en plus préoccupé, son visage marqué par une tension inhabituelle. L'atmosphère à l'hôpital Édouard Herriot en cette fin d'année 1987 était particulière. Le service de cardiologie connaissait une période exceptionnellement chargée. Une épidémie de grippe sévère avait fragilisé de nombreux patients cardiaques. Vincent enchaînait les interventions, parfois 3 ou 4 par semaine, un rythme épuisant même pour un chirurgien de son calibre. Ses collègues remarquaient qu'il semblait porter le poids du monde sur ses épaules, mais son professionnalisme ne fléchissait jamais. Chaque opération était menée avec la même précision minutieuse, la même concentration absolue. Le 23 novembre 1987 commence comme une journée ordinaire pour Vincent Garnier. Il quitte son appartement à 6h45 du matin, comme chaque jour ouvrable. Hélène dort encore quand il part. Il a préparé son propre café, bu seul dans la cuisine en consultant le dossier médical qu'il a ramené la veille. La pluie qui tombera toute la journée commence déjà à tambourer contre les fenêtres. Vincent porte son costume gris anthracite habituel sous son imperméable beige. Il emporte sa mallette en cuir noir, celle qu'il utilise depuis le début de sa carrière, gravée de ses initiales, VG. À 7h20 précise, il arrive à l'hôpital. Le gardien de nuit, M. Beaumont, le salue comme d'habitude. Vincent répond d'un signe de tête distrait. Il se dirige directement vers son bureau, au 4e étage du pavillon N. Là, il passe 2 heures à examiner les dossiers de ses patients du jour. À 9h, il effectue sa visite matinale dans le service. Les infirmières noteront plus tard qu'il semblait particulièrement silencieux ce matin-là, presque absent, mais toujours aussi attentif aux moindres détails concernant l'état de ses patients. Sa première intervention est prévue pour 14h. Un pontage coronarien sur un homme de 56 ans, M. Alain Fontaine, commerçant du quartier de la Croix-Rousse. L'opération se déroule normalement et dure 3 heures. Vincent sort du bloc à 17h10, retire sa blouse et rejoint son bureau. Il dicte son compte-rendu opératoire à sa secrétaire, Madame Durand, qui remarque qu'il semble fatigué mais satisfait du résultat. « Le patient s'en sortira bien », lui dit-il. Ce seront ses dernières paroles professionnelles enregistrées. À 18h30, Vincent appelle Hélène depuis son bureau. La conversation est brève. Il lui dit qu'une urgence vient d'arriver et qu'il doit rester pour opérer. Il ne rentrera pas pour le dîner. Hélène n'est pas surprise. Ces appels sont fréquents dans la vie d'un chirurgien. Elle lui recommande de ne pas rentrer trop tard et de prendre soin de lui. Vincent promet. C'est la dernière fois qu'Hélène entend la voix de son mari. L'urgence en question est un cas critique, une dissection aortique aiguë chez une femme de 48 ans, Madame Laurence Dufour, amenée en ambulance depuis Vénissieux. Le pronostic vital est engagé. L'intervention doit commencer immédiatement. Vincent se prépare avec son équipe. Le docteur Sophie Blanchard est l'anesthésiste. 2 infirmières de bloc, Mademoiselle Arnaud et Madame Petit, complètent l'équipe. L'opération débute à 19h50. Les heures suivantes sont tendues. La dissection est plus étendue que prévu. Vincent travaille avec une concentration féroce, ses gestes précis malgré la complexité extrême de l'intervention. À 22h15, il réussit à stabiliser la patiente. Le danger immédiat est écarté. L'équipe respire. Sophie Blanchard dira plus tard « Vincent était épuisé mais soulagé. Il a sauvé cette femme contre toute attente. C'était une performance chirurgicale remarquable. » Vincent reste avec la patiente jusqu'à 23h, supervisant son réveil et son transfert en soins intensifs. Il donne ses instructions à l'équipe de nuit, vérifie une dernière fois les constantes vitales. À 23h20, Vincent retourne au vestiaire.
Il prend une douche rapide, se change, enfile à nouveau son costume gris et son imperméable. Sophie Blanchard le croise dans le couloir à 23h25. « Tu rentres chez toi ?» lui demande-t-elle. Vincent hésite une seconde, puis répond « Pas tout de suite, j'ai quelque chose à faire d'abord. » Sophie trouve la réponse étrange mais n'insiste pas. Vincent semble perdu dans ses pensées. Il porte sa mallette noire à la main. Elle remarque qu'il tient également une enveloppe blanche, pliée dans sa main gauche. À 23h30 précise, le gardien de nuit, M. Beaumont, voit Vincent quitter l'hôpital par l'entrée principale. La pluie tombe toujours, dense et froide. Vincent ouvre son parapluie noir et se dirige vers le parking. M. Beaumont sera le dernier employé de l'hôpital à voir le docteur Garnier. Il témoignera que Vincent semblait étrangement calme, presque serein, malgré l'heure tardive et la fatigue évidente. Il marchait lentement, comme quelqu'un qui sait exactement où il va, dira-t-il aux enquêteurs. La Mercedes grise de Vincent quitte le parking de l'hôpital à 23h35. Les caméras de surveillance récemment installées enregistrent son départ. La voiture tourne à droite sur l'avenue Rockefeller, puis disparaît dans la nuit pluvieuse. Le trajet normal vers son appartement de la Part-Dieu prendrait environ 20 minutes à 7 heures. Mais Vincent ne rentre pas chez lui. À 1h10 du matin, Hélène se réveille et constate que Vincent n'est pas rentré. Elle appelle l'hôpital. L'infirmière de garde vérifie. Le docteur Garnier a quitté les lieux vers 23h30. Hélène commence à s'inquiéter, mais se raisonne. Peut-être est-il resté avec un collègue. Peut-être a-t-il eu un problème avec sa voiture. Elle essaie de dormir, mais n'y parvient pas. À 6h du matin, le 24 novembre, Vincent n'est toujours pas rentré. Hélène appelle tous les hôpitaux de Lyon. Aucun accident signalé impliquant son mari. À 9h, elle contacte la police. L'inspecteur Claude Vernet, 45 ans, 20 ans de service à la police judiciaire de Lyon, prend en charge l'affaire le 24 novembre, en fin de matinée. Quand Hélène Garnier se présente au commissariat du 3e arrondissement, elle est pâle, les traits tirés par une nuit blanche. Elle explique la situation d'une voix tremblante mais contrôlée. Son mari, chirurgien réputé, est parti travailler hier matin et n'est jamais rentré. Ce n'est pas dans ses habitudes. Quelque chose de grave a dû se produire. L'inspecteur Vernet commence par les vérifications standards. À 14h, la Mercedes grise de Vincent est localisée rue Saint-Jean, dans le Vieux-Lyon, à moins de 300 mètres de l'église Saint-Nizier. Le véhicule est correctement garé, verrouillé, sans aucun signe d'effraction ou de violence. À l'intérieur, tout semble normal. Les papiers du véhicule dans la boîte à gants, un parapluie mouillé sur le siège arrière, quelques pièces de monnaie dans le vide-poche. Mais la mallette noire de Vincent, celle qui l'emportait toujours, n'est pas là. Ses clés non plus. L'enquête s'intensifie rapidement. Les collègues de Vincent sont interrogés. Tous confirment qu'il était un homme stable, dévoué à son travail, sans problèmes apparents. Sophie Blanchard mentionne leur dernière conversation, l'enveloppe blanche, cette phrase énigmatique. « J'ai quelque chose à faire d'abord ». Elle regrette de ne pas avoir posé plus de questions. Le personnel de l'hôpital est unanime. Le docteur Garnier n'avait aucune raison de disparaître. Il venait de réussir une opération difficile. Il était au sommet de sa carrière. Hélène est interrogée longuement. Elle décrit un mariage heureux, sans dispute majeure, sans secrets apparents. Oui, Vincent avait semblé plus préoccupé ces derniers mois, mais elle attribuait cela au stress professionnel. Non, il n'avait jamais mentionné de problème financier. Non, elle n'avait remarqué aucun signe de dépression. Leur compte bancaire commun est examiné. Aucun retrait suspect, aucune dépense inhabituelle. Les finances du couple sont saines. Vincent gagnait bien sa vie. Il n'avait aucune dette. Les enquêteurs vérifient les hôpitaux, les morgues, les commissariats de toute la région. Rien. Le 26 novembre, la disparition de Vincent Garnier fait la une de la presse locale. Éminent chirurgien disparu mystérieusement à Lyon, titre Le Progrès. L'article décrit un homme respecté, un pilier de la communauté médicale. Des témoins se manifestent.
Plusieurs personnes affirment avoir vu un homme correspondant à la description de Vincent dans le Vieux Lyon, la nuit du 23 novembre. Mais les témoignages sont vagues, contradictoires. Quelqu'un l'aurait vu marcher sous la pluie rue Saint-Jean vers minuit. Un autre jure l'avoir aperçu entrant dans l'église Saint-Nizier, mais l'heure ne correspond pas, l'église était fermée. Le père Antoine Mercier est interrogé le 27 novembre. L'inspecteur Vernet se rend personnellement à la sacristie de Saint-Nizier. Le prêtre, visiblement bouleversé par la disparition, confirme que Vincent fréquentait régulièrement l'église ces derniers mois. Ils avaient des conversations, oui, mais de nature spirituelle. Le docteur Garnier traversait une crise de conscience professionnelle, s'interrogeait sur le sens de son travail, sur sa capacité à vraiment sauver des vies. Le père Mercier refuse d'en dire davantage, invoquant le secret de la confession. L'inspecteur Vernet insiste, mais le prêtre demeure inflexible. « Je ne peux rien révéler qui ait été dit sous le sceau du sacrement », affirme-t-il. Il semble sincèrement affligé, mais aussi étrangement nerveux. Ses mains tremblent légèrement quand il parle. Décembre 1987 arrive avec son cortège de froid et d'incertitude. Les recherches se poursuivent, mais piétinent. Les berges du Rhône et de la Saône sont fouillées par des plongeurs. On craint que Vincent ait pu se suicider, bien que rien dans son comportement ne l'indique. Les eaux troubles ne révèlent rien. Des battues sont organisées dans les parcs, les bois environnants. Des centaines de bénévoles se mobilisent. La communauté médicale lyonnaise est sous le choc. Comment un de leurs meilleurs éléments peut-il simplement disparaître? Hélène vit un cauchemar éveillé. Elle continue d'enseigner, par nécessité et par besoin de normalité, mais ses collègues la décrivent comme une ombre d'elle-même. Elle refuse d'envisager que Vincent soit mort. « Il reviendra », répète-t-elle à qui veut l'entendre. Il y a forcément une explication. Elle dort dans le salon, incapable de supporter la vue de leur chambre vide. Chaque nuit, elle espère entendre la clé dans la serrure, les pas familiers de son mari dans l'entrée. Les semaines deviennent des mois. En janvier 1988, l'enquête ralentit faute de nouvelles pistes. Les théories prolifèrent. Certains suggèrent que Vincent menait une double vie, qu'il a fui pour recommencer ailleurs. D'autres évoquent une amnésie traumatique. Les plus sombres parlent d'enlèvement, de règlement de compte lié à un patient mécontent. L'inspecteur Vernet explore chaque hypothèse. Il épluche les dossiers médicaux de Vincent, cherchant un patient qui aurait pu lui en vouloir. Il interroge des dizaines de personnes. Tous les témoignages convergent. Vincent Garnier était un chirurgien extraordinaire, aimé et respecté. En mars 1988, l'enquête est officiellement classée sans suite active. Le dossier reste ouvert, mais aucun enquêteur n'y travaille à plein temps. Vincent Garnier rejoint la longue liste des personnes disparues sans explication. Hélène refuse le certificat de décès. Tant que le corps n'est pas retrouvé, son mari est vivant, quelque part. Elle le croit. Elle doit le croire. Les années passent avec une lenteur cruelle. Hélène continue d'habiter leur appartement, maintenant trop grand, trop vide. Elle garde les vêtements de Vincent dans la penderie, ses livres médicaux dans le bureau. La chambre devient un sanctuaire figé dans le temps. Chaque anniversaire de la disparition, elle se rend à l'église Saint-Nizier et allume un cierge. Le père Mercier la reçoit toujours avec compassion, prie avec elle, mais ne dit jamais rien qui pourrait l'éclairer sur le destin de son mari. Sophie Blanchard reste en contact avec Hélène. Elles déjeunent ensemble une fois par mois. Sophie parle rarement de Vincent, comprenant que chaque évocation ravive la douleur. Mais en novembre 1993, lors d'un de ses déjeuners, elle mentionne quelque chose qui trouble Hélène. « Tu sais, j'ai retrouvé un vieux cahier de Vincent dans le vestiaire il y a quelques mois. Il prenait des notes sur ses interventions, ses réflexions. Il y a une page, datée de septembre 87, où il écrit « Le poids de ce que nous cachons finit toujours par nous écraser. Je ne sais plus comment porter ce fardeau. Qu'est-ce que cela pouvait signifier ?» Hélène n'a pas de réponse. Elle demande à voir le cahier. Sophie le lui apporte la semaine suivante. Hélène passe des nuits à le lire et le relire.
C'est un journal professionnel où Vincent notait ses observations chirurgicales, mais parsemé de réflexions personnelles de plus en plus sombres au fil des mois précédant sa disparition. En juin 1987, comment vivre avec l'erreur quand l'erreur coûte une vie? En août, le pardon existe-t-il vraiment pour certaines fautes? En octobre, quelques jours avant sa disparition, Mercier dit que la confession libère. Mais peut-on être libéré quand le mal est fait? Ces phrases énigmatiques obsèdent Hélène. Elle retourne voir l'inspecteur Vernet, maintenant proche de la retraite. Il lit le cahier avec attention. « Madame Garnier, votre mari traversait manifestement une crise morale profonde. Mais sans savoir à quoi il faisait référence, ces notes ne nous mènent nulle part. Si c'était lié à une erreur médicale, nous l'aurions découvert. Nous avons examiné tous ces cas. Aucun décès suspect. Aucune plainte. » Il marque une pause. « Je suis désolé. Après 7 ans, je ne crois plus que nous le retrouverons vivant. » Mais Hélène refuse d'abandonner. En 1995, elle fait appel à un détective privé, Monsieur Laurent Favre. Il reprend l'enquête depuis le début, interroge à nouveau tous les témoins. Il se concentre particulièrement sur le père Mercier, persuadé que le prêtre détient la clé du mystère. Mais Mercier, maintenant âgé de 76 ans et en mauvaise santé, ne révèle rien. « Même si je le voulais, je ne pourrais pas trahir le secret de la confession. C'est sacré. Je porterai ce que je sais jusqu'à ma tombe. » Favre épuise toutes les pistes en 6 mois. Son rapport final à Hélène est déprimant. « Votre mari a disparu volontairement. Il a minutieusement effacé ses traces. À moins d'un événement extraordinaire, nous ne saurons jamais ce qui lui est arrivé. » L'an 2000 arrive. Vincent Garnier est officiellement porté disparu depuis 13 ans. Hélène, maintenant âgée de 52 ans, a vieilli prématurément. Ses cheveux sont gris, son visage marqué par le chagrin constant. Elle a pris sa retraite anticipée de l'enseignement, ne supportant plus les regards compatissants de ses collègues. Elle vit modestement de sa pension et de l'assurance-vie qui a finalement été versée après 10 ans. Elle passe ses journées à lire, à se promener dans Lyon, évitant soigneusement le vieux Lyon et l'église Saint-Nizier. Ces lieux sont trop douloureux. En 2003, le père Antoine Mercier décède d'une crise cardiaque à l'âge de 84 ans. Hélène assiste à ses funérailles. En sortant de l'église, elle réalise que si le prêtre détenait un secret sur Vincent, il l'a emporté avec lui. Cette pensée la hante. Elle se sent plus seule que jamais, privée même de l'espoir qu'un jour, quelqu'un pourrait lui révéler la vérité. Les habitants du vieux Lyon qui ont connu l'affaire racontent parfois l'histoire du chirurgien disparu aux nouveaux arrivants. C'est devenu une légende locale, une de ces histoires mystérieuses qui alimentent l'atmosphère particulière du quartier historique. Personne ne sait ce qui est arrivé au docteur Garnier. Certains prétendent l'avoir aperçu à l'étranger, en Suisse, au Canada. Des fausses pistes qui ne mènent jamais nulle part. En mars 2006, 19 ans après la disparition de Vincent Garnier, l'église Saint-Nizier entreprend d'importants travaux de rénovation. L'édifice gothique, construit entre le XIVe et le XVIIe siècle, nécessite une restauration urgente. La crypte, rarement accessible au public, présente des problèmes d'humidité sévères qui menacent les fondations. La mairie de Lyon alloue un budget conséquent pour préserver ce patrimoine historique. Le chantier débute le 6 mars. Une équipe de restaurateurs spécialisés, dirigée par M. Édouard Collet, architecte des monuments historiques, commence par l'inspection complète de la crypte. L'endroit est sombre, humide, empli de l'odeur caractéristique des vieilles pierres et du temps qui passe. Des colonnes romanes soutiennent des voûtes basses. Le sol est fait de dalles irrégulières, certaines datant du Moyen Âge. Des niches funéraires abritent les restes de personnages importants de l'histoire lyonnaise. Le 15 mars, l'équipe décide de réparer le mur sud de la crypte, particulièrement endommagé par l'infiltration d'eau. Les ouvriers commencent à retirer le plâtre qui s'effrite. Vers 11 heures du matin, un des maçons, M. Philippe Arnaud, 43 ans, remarque quelque chose d'inhabituel. Derrière une section de mur relativement récente, datant probablement du XIXe siècle selon les estimations, il y a un espace vide.
Ce n'est pas rare dans les vieilles églises, de nombreux recoins et cavités existent entre les murs. Mais quand Philippe élargit l'ouverture avec son burin, il aperçoit quelque chose de métallique qui brille faiblement dans la lumière de sa lampe torche. « Édouard, viens voir ça », appelle-t-il. Monsieur Collet s'approche, se penche, examine. Il y a effectivement quelque chose là. Avec précaution, pour ne pas endommager ce qui pourrait être un objet historique, ils agrandissent l'ouverture. Derrière le mur, dans un espace d'environ 30 cm de profondeur, se trouve une boîte métallique de couleur grise, manifestement pas ancienne. Elle mesure environ 25 cm de long sur 15 de large. Elle est scellée avec du ruban adhésif jauni par le temps. L'équipe extrait soigneusement la boîte. Elle pèse à peine 1 kilogramme. Monsieur Collet hésite. Cela pourrait être important. Il décide de contacter immédiatement la police plutôt que d'ouvrir la boîte lui-même. À 13h15, 2 agents de police du 2e arrondissement arrivent sur place. Ils photographient la boîte in situ, notent précisément son emplacement, puis l'emportent au commissariat. À 16h, la boîte est ouverte en présence du commissaire Laurent Dumas et de plusieurs inspecteurs. À l'intérieur, soigneusement enveloppé dans du plastique, se trouvent plusieurs objets. Le premier est un scalpel chirurgical. Acier inoxydable, manche striée pour une meilleure prise. Sur le manche sont gravées les initiales VG. Le scalpel est parfaitement conservé, sans trace de rouille. Le deuxième objet est une enveloppe blanche, contenant 3 feuillets de papier couverts d'une écriture fine et régulière. Le troisième est un petit carnet médical, page jaunie, rempli de notes. Et enfin, au fond de la boîte, une photographie en couleur montrant un homme en blouse blanche devant un hôpital, souriant à l'objectif. Le commissaire Dumas reconnaît immédiatement le visage sur la photo. Il a été jeune inspecteur quand Vincent Garnier a disparu en 1987. Il se souvient de l'affaire, du mystère jamais résolu. Son cœur s'accélère. Il examine le scalpel, les initiales. Il demande qu'on sorte le dossier Garnier des archives. À 17h, la confirmation tombe. Le scalpel appartenait bien au docteur Vincent Garnier. Le numéro de série correspond à un set d'instruments chirurgicaux personnalisés commandés par Vincent en 1985. L'hôpital Édouard Herriot confirme que ces instruments ont disparu avec lui. Le soir même, le commissaire Dumas se rend personnellement au domicile d'Hélène Garnier. Elle habite toujours le même appartement de la Pardieu, n'ayant jamais eu le courage de déménager. Quand elle ouvre la porte et voit l'uniforme, son visage se ferme. « Vous l'avez retrouvé », dit-elle d'une voix blanche. Ce n'est pas une question. Le commissaire entre, s'assoit dans le salon avec elle et lui explique la découverte. Hélène écoute en silence, les mains crispées sur ses genoux. Quand il mentionne l'église Saint-Nizier, elle ferme les yeux. « Je savais », murmure-t-elle. « Je savais que l'église était importante. Mais j'ignorais pourquoi. » La découverte du scalpel relance immédiatement l'enquête. Une équipe d'investigation est formée, dirigée par l'inspecteur principal Julien Marchand, 38 ans, spécialisé dans les affaires non résolues. Il récupère tout le dossier original, interroge à nouveau les témoins encore vivants, reprend chaque élément depuis le début. La lettre trouvée dans la boîte est envoyée pour analyse graphologique. Le résultat confirme, l'écriture est bien celle de Vincent Garnier. Le contenu de la lettre, daté du 23 novembre 1987, écrit apparemment quelques heures avant sa disparition, est troublant. Vincent y confesse porter un terrible secret depuis 5 ans. En août 1982, il a commis une erreur fatale lors d'une intervention chirurgicale sur un jeune patient de 28 ans, Monsieur Jérôme Valois. Une erreur de jugement, une décision prise trop rapidement sous pression. Le patient est décédé sur la table d'opération. Vincent, paniqué par les conséquences sur sa carrière, sur sa réputation, a modifié le rapport d'autopsie avec la complicité involontaire d'un jeune interne trop intimidé pour le contredire. La mort a été attribuée à une complication imprévisible plutôt qu'à une faute médicale. La lettre décrit comment ce mensonge a rongé Vincent pendant 5 ans.
Il ne dormait plus, ne trouvait plus de paix. Il avait fini par se confesser au père Mercier en juin 1987, espérant trouver dans l'absolution religieuse un soulagement. Mais le prêtre, tout en lui accordant le pardon spirituel, l'avait fortement encouragé à révéler la vérité aux autorités et à la famille Valois. Vincent avait promis de le faire, mais n'en avait jamais trouvé le courage. La lettre se termine par ces mots. Ce soir, après avoir sauvé la vie de Madame Dufour, j'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer à vivre dans ce mensonge. Chaque vie que je sauve est entachée par celle que j'ai détruite. Je vais remettre cette boîte au père Mercier, avec instruction de la cacher là où personne ne la trouvera. Puis, je ferai ce que ma conscience m'ordonne depuis trop longtemps. Je suis désolé, Hélène. Je t'aime, mais je ne peux plus porter ce fardeau. Pardonne-moi si tu le peux. V.G. L'inspecteur Marchand relit la lettre plusieurs fois, cherchant à comprendre. Ce que ma conscience m'ordonne. Que signifie exactement cette phrase? Vincent parlait-il de se rendre à la police? De se suicider? D'autres choses encore? Il faut reconstituer les événements de cette nuit-là avec précision. Les registres de l'Église sont examinés. Le successeur du père Mercier, le père François Girard, 52 ans, coopère pleinement. Il confirme que son prédécesseur était un homme tourmenté les dernières années de sa vie. Il parlait souvent de la difficulté du secret de la confession, du poids de savoir des choses qu'on ne peut révéler. Je pense maintenant comprendre pourquoi. Les archives paroissiales ne révèlent rien de spécifique, mais le père Girard mentionne que Mercier tenait un journal personnel. Ce journal n'a jamais été retrouvé après son décès en 2003. Parallèlement, l'inspecteur Marchand cherche à retrouver la famille de Jérôme Valois, le patient décédé en 1982. Les archives médicales de l'hôpital Édouard Herriot confirment l'existence de ce patient et son décès le 15 août 1982 lors d'une intervention chirurgicale cardiovasculaire. Le rapport officiel mentionne une dissection aortique imprévue et non détectable en préopératoire, ayant causé une hémorragie massive et incontrôlable. Le chirurgien, Dr Vincent Garnier, assisté par le docteur Michel Laurent, interne en chirurgie à l'époque. Le docteur Michel Laurent, maintenant âgé de 54 ans et chirurgien établi à Grenoble, est convoqué pour témoigner. Le 20 mars 2006, il se présente au commissariat de Lyon, visiblement nerveux. L'inspecteur Marchand le met à l'aise avant de commencer l'interrogatoire. « Docteur Laurent, souvenez-vous de l'opération du 15 août 82 sur Jérôme Valois ?» Michel Laurent pâlit. « C'était il y a 24 ans, Il hésite. « Oui, je m'en souviens. C'était un de mes premiers blocs en tant qu'interne. Le patient est mort, c'était terrible. » L'inspecteur Marchand pose le rapport d'autopsie sur la table. « Est-ce que ce rapport reflète exactement ce qui s'est passé ?» Silence. Michel Laurent regarde le document. Ses mains tremblent légèrement. Je n'étais qu'un interne. Le docteur Garnier était une sommité. Qui étais-je pour le contredire? Marchand se penche en avant. Docteur Laurent, un homme a disparu il y a 19 ans. Sa femme attend des réponses depuis. Nous avons sa confession écrite. J'ai besoin de savoir la vérité. Michel Laurent prend une profonde inspiration. Vincent Garnier a clamé une artère trop tôt. C'était une erreur de jugement, pas de technique. Le patient saignait, il y avait de la pression. Vincent a paniqué, ce qui ne lui ressemblait pas. Il a clamé au mauvais endroit. L'hémorragie s'est aggravée. Le patient est mort en quelques minutes. Après, dans le vestiaire, Vincent m'a expliqué que si cette erreur était reconnue, sa carrière serait finie. Il m'a demandé de signer le rapport d'autopsie tel qu'il l'avait rédigé. J'étais jeune, impressionné, terrifié. J'ai signé. J'ai porté cette culpabilité toute ma vie. Je me suis juré de ne plus jamais laisser la peur me faire mentir. Cette confirmation change tout. Vincent Garnier était effectivement coupable d'une faute médicale grave et d'avoir falsifié un rapport. Mais cela explique-t-il sa disparition? L'inspecteur Marchand cherche la famille Valois. Jérôme avait une mère, Madame Geneviève Valois, et une sœur cadette, Mademoiselle Céline Valois. Après plusieurs jours de recherche, il découvre que Geneviève est décédée en 1998,
emportée par un cancer. Céline, maintenant âgée de 52 ans, vit à Montpellier, où elle enseigne l'histoire dans un collège. Le 28 mars, l'inspecteur Marchand se rend à Montpellier pour rencontrer Céline Valois. Elle accepte de le recevoir dans son petit appartement près du centre-ville. C'est une femme mince, aux cheveux châtains coupés courts, au visage marqué mais aux yeux vifs. Quand Marchand lui explique la raison de sa visite, elle reste silencieuse un long moment. « Mon frère est mort, il y a 24 ans, dit-elle finalement. Ma mère n'a jamais accepté sa mort. Elle disait toujours qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas, que les médecins cachaient la vérité. Je pensais que c'était juste son chagrin qui parlait. » Marchand lui montre la lettre de Vincent Garnier. Céline la lit lentement, ses yeux se remplissant de larmes. « Donc ma mère avait raison, mon frère est mort par négligence et ils ont menti. » Sa voix tremble de colère contenue. 24 ans, 24 ans qu'on aurait pu savoir la vérité. Savez-vous ce que ça aurait changé pour ma mère de connaître cette vérité avant de mourir? Elle essuie rageusement ses larmes. Où est-il maintenant, ce docteur Garnier? En prison, j'espère. L'inspecteur explique que Vincent Garnier a disparu en 1987, qu'on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Céline le regarde, incrédule. Il a disparu, comme ça, pouf, évaporé. Elle rit amèrement. C'est trop facile. Il commet une faute, il ment, il vit 5 ans avec son secret, et puis il disparaît avant d'avoir à en répondre? Non, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. De retour à Lyon, Marchand approfondit ses recherches. Il fait analyser le carnet médical trouvé dans la boîte. Ce sont les notes personnelles de Vincent sur plusieurs de ses patients, incluant Jérôme Valois. La page concernant Valois est déchirante. Août 82. J'ai tué un homme aujourd'hui par ma précipitation. Son visage me hantera jusqu'à ma mort. Comment ai-je pu être aussi stupide? Comment puis-je continuer à opérer en sachant que je suis capable d'une telle erreur? Mais si j'avoue, tout est fini. Ma carrière, ma réputation, Hélène. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Les pages suivantes montrent la progression du tourment de Vincent. Il note ses cauchemars récurrents, ses insomnies, sa peur constante d'être découvert, puis en juin 1987, « Confession à Mercier aujourd'hui. Il m'a écouté sans me juger. Il dit que Dieu pardonne si le repentir est sincère. Mais Dieu n'est pas celui que j'ai trompé. C'est la famille Valois. Comment demander leur pardon? Comment leur dire que leur fils est mort par ma faute et que j'ai menti? La crypte de Sainte-Nizier est à nouveau fouillée minutieusement. Les enquêteurs cherchent d'autres indices, d'autres objets cachés. Ils examinent les murs, le sol, les niches funéraires. Le 30 mars, un détail attire l'attention. Dans un coin particulièrement sombre de la crypte, derrière un vieux coffre en bois servant à ranger des ornements liturgiques, le sol présente une légère irrégularité. Une des dalles semble avoir été descellée puis replacée. L'équipe appelle des spécialistes en criminalistique. Le 1er avril, les techniciens soulèvent soigneusement la dalle. En dessous, la terre a été remuée relativement récemment, certainement pas au Moyen Âge. À 50 cm de profondeur, ils trouvent des os humains. Le chantier est immédiatement transformé en scène de crime. L'équipe médico-légale prend le relais. Les ossements sont extraits avec une précision méthodique. Un squelette complet. Un homme, selon les premières analyses. Taille estimée, 1,78 m. Âge, au moment du décès, entre 40 et 50 ans. Aucun vêtement n'a survécu, mais des objets métalliques sont retrouvés. Une montre-bracelet en acier, arrêtée sur 23h52, et une alliance en or avec une inscription gravée « À Vincent, mon amour éternel, H ». Hélène Garnier est à nouveau contactée. Quand on lui montre l'alliance, elle s'effondre. C'est la sienne. Je la reconnais. Je l'ai fait graver quand nous nous sommes mariés en septembre 1970. Les tests ADN confirmeront ce que tout le monde redoute maintenant. Le squelette est celui de Vincent Garnier. Il n'a pas fui. Il n'a pas recommencé une nouvelle vie ailleurs. Il est mort la nuit de sa disparition, il y a 19 ans, et son corps a été enterré dans la crypte de l'église Saint-Nizier. L'annonce que Vincent Garnier a été retrouvé mort, enterré dans une église, fait l'effet d'une bombe médiatique. Les journaux titrent
Le chirurgien disparu, retrouvé mort dans une crypte d'église. Mystère de la disparition enfin résolu après 19 ans. Mais en réalité, le mystère ne fait que s'approfondir. Comment Vincent est-il mort? Qui l'a enterré? Et surtout, pourquoi dans cette église précisément? L'analyse du squelette révèle des informations cruciales. Le médecin légiste, Dr Paul Fontaine, 56 ans, 28 ans d'expérience, examine minutieusement chaque os. Le 4 avril, il convoque l'inspecteur Marchand pour lui présenter ses conclusions. Le décès remonte à environ 19 ans, ce qui correspond à la période de disparition. La cause de la mort est claire, traumatisme crânien sévère. L'os occipital présente une fracture linéaire importante. Le coup a été porté à l'arrière du crâne, probablement par une chute violente ou un impact avec un objet contondant. Marchand fronce les sourcils. Suicide? Accident? Meurtre? Le docteur Fontaine hésite. C'est là que ça devient intéressant. La position de la fracture suggère une chute en arrière. Si c'était un suicide par défenestration ou saut, on s'attendrait à des blessures plus diffuses. Si c'était un coup volontaire porté par quelqu'un d'autre, l'angle serait différent. Mon hypothèse la plus probable. Chute accidentelle en arrière, tête heurtant violemment une surface dure. La crypte est à nouveau examinée sous cet angle. Les pierres du sol sont dures, irrégulières. Plusieurs présentent des arêtes saillantes. Un homme tombant en arrière, frappant une de ces arêtes avec l'arrière du crâne, pourrait effectivement subir une fracture fatale. Mais pourquoi Vincent serait-il tombé? Et surtout, qui l'a enterré? L'inspecteur Marchand reconstitue la chronologie. Vincent quitte l'hôpital à 23h30 le 23 novembre 1987. Sa voiture est retrouvée rue Saint-Jean, à moins de 300 mètres de l'église. La montre s'est arrêtée à 23h52, probablement au moment de l'impact. Donc entre 23h30 et 23h52, Vincent s'est rendu de l'hôpital à l'église, est descendu dans la crypte et y est mort. Mais l'église était fermée à cette heure. Comment y est-il entré? Marchand interroge à nouveau le père François Girard. Celui-ci explique que le père Mercier avait les clés de l'église, évidemment. Il habitait dans le presbytère adjacent. Est-ce que le père Mercier aurait pu ouvrir l'église pour quelqu'un en pleine nuit? Demande Marchand. Le père Girard réfléchit. Antoine était dévoué à ses paroissiens. Si quelqu'un venait le voir en détresse spirituelle, même à minuit, il aurait ouvert. C'était un pasteur dans l'âme. Marchand se rend au presbytère, maintenant occupé par le père Girard. Il demande à voir les papiers personnels laissés par Mercier. Le père Girard le conduit au grenier où sont entreposées plusieurs boîtes de documents. J'ai gardé tout ce qui semblait important, mais je n'ai jamais tout trié. Marchand passe des heures à fouiller. Il trouve d'anciennes homélies, des lettres de paroissiens, des factures, des photos, puis, dans une vieille valise en carton, il tombe sur un cahier à la couverture usée. C'est le journal personnel du père Antoine Mercier, celui qu'on croyait perdu. Le cœur battant, Marchand ouvre le cahier. Les entrées datent de 1965 à 2002, un an avant la mort de Mercier. Il va directement à novembre 1987. Le 23 novembre, l'écriture tremblante de Mercier remplit 3 pages entières. Aujourd'hui est le jour le plus terrible de mon existence. Ce que j'ai fait, ou plutôt ce que je n'ai pas fait, me hantera jusqu'à ma mort et probablement au-delà. Vincent Garnier est venu me voir ce soir, vers minuit moins 10. Il a frappé à la porte du presbytère. J'ai su immédiatement que quelque chose de grave se passait. Il était trempé par la pluie, tremblant, mais pas de froid, de peur, ou peut-être de résolution. Il m'a dit qu'il ne pouvait plus vivre avec ce qu'il avait fait. Il voulait descendre dans la crypte, prier une dernière fois, puis aller se rendre à la police. Il m'a donné une boîte métallique, m'a demandé de la cacher quelque part, où personne ne la trouverait jamais, sauf si quelque chose lui arrivait. J'ai refusé d'abord, ne comprenant pas. Il m'a expliqué que cette boîte contenait sa confession écrite, les preuves de sa faute. Si sa démarche à la police tournait mal d'une manière ou d'une autre, il voulait que la vérité puisse émerger un jour. J'ai accepté. Je suis allé chercher les clés de l'église.
Nous sommes descendus ensemble dans la crypte, lui devant avec sa lampe torche, moi derrière. J'ai caché la boîte dans la cavité du mur sud pendant qu'il priait agenouillé devant l'autel de la crypte. Quand j'ai eu fini, je me suis retourné. Vincent était debout, face à moi. Il m'a regardé avec des yeux tellement tristes. « Merci pour tout, mon père. Vous m'avez aidé plus que vous ne le saurez jamais. » Et puis il a dit quelque chose d'étrange. Priez pour le repos de mon âme. J'ai voulu lui répondre, lui dire que tout irait bien, qu'il faisait le bon choix en avouant sa faute. Mais il s'est retourné brusquement pour repartir vers l'escalier, et c'est là que c'est arrivé. Il a trébuché. Ses chaussures étaient mouillées, le sol de la crypte est inégal, glissant. Il est tombé en arrière. J'ai entendu le bruit horrible de sa tête heurtant la pierre. Un bruit sec, définitif. Il est tombé, immobile. Je me suis précipité vers lui, j'ai appelé son nom. Pas de réponse. J'ai cherché un pouls, rien. Je ne suis pas médecin, mais j'ai vu assez de morts dans ma vie pour reconnaître la mort. Vincent Garnier était mort. Accident stupide, tragique. Un homme qui venait chercher la rédemption et qui trouvait la mort. J'aurais dû appeler immédiatement la police, les secours. C'est ce qu'aurait fait toute personne sensée. Mais je n'ai pas réfléchi clairement. J'étais en état de choc, et puis j'ai pensé à ce qui allait se passer. On découvrirait son corps dans la crypte de mon église. On voudrait savoir pourquoi il était là à minuit. Je devrais expliquer, mais comment expliquer sans révéler ce qu'il m'avait confié sous le sceau de la confession? Son secret serait exposé, mais pas de la manière qu'il souhaitait. Sa famille serait humiliée. La famille Valois n'obtiendrait jamais justice puisque le coupable était mort. Et son dernier acte, sa volonté de se racheter en avouant, serait réduit à néant. Dans ma panique, dans ma confusion, j'ai pris la décision la plus terrible de ma vie. J'ai décidé de l'enterrer là, dans la crypte. Personne ne descendait jamais ici. J'avais accès à des outils dans la sacristie. J'ai passé le reste de la nuit à creuser. Le sol n'était pas très compact sous les dalles anciennes. À 5 heures du matin, j'avais terminé. Vincent Garnier reposait sous la crypte de l'église qu'il avait tant fréquentée ces derniers mois. J'ai nettoyé toute trace, j'ai replacé la dalle, j'ai pris ses clés de voiture. Je suis allé garer sa Mercedes rue Saint-Jean, loin de l'église. J'ai marché sous la pluie jusqu'au presbytère. J'ai brûlé ses clés dans la cheminée. Puis je suis resté assis dans mon bureau jusqu'à l'aube, réalisant l'énormité de ce que j'avais fait. Ai-je bien agi? Non, je le sais. J'ai violé la loi. J'ai privé sa femme de savoir ce qui était arrivé à son mari. Mais j'ai pensé protéger sa mémoire, honorer son dernier souhait de rédemption. J'ai pensé faire ce qu'un prêtre devait faire, protéger le secret de la confession même dans la mort. Mais chaque jour depuis, je porte ce fardeau. Chaque fois que je vois Madame Garnier allumer un cierge ici, mon cœur se brise. Elle cherche son mari et il est juste en dessous, sous ses pieds. Je suis un lâche, je suis un menteur, j'ai trahi ma vocation. Que Dieu me pardonne, car je ne me pardonne pas. L'inspecteur Marchand termine la lecture, bouleversé. Le journal continue avec des entrées sporadiques les années suivantes. Mercier, tourmenté par son acte, se confessant à son tour à son évêque après plusieurs années, recevant l'absolution mais jamais la paix intérieure. Il avait envisagé 1000 fois de tout révéler, mais n'en avait jamais trouvé le courage. La vérité est maintenant connue. Vincent Garnier n'a pas été assassiné. Il n'a pas fui. Il n'a pas été enlevé. Il est mort accidentellement la nuit où il avait décidé de se racheter. Et un prêtre bien intentionné mais terriblement mal avisé a caché sa mort par peur des conséquences. Le 8 avril 2006, l'inspecteur Marchand convoque une conférence de presse au commissariat central de Lyon. La salle est bondée de journalistes. Hélène Garnier est présente, assise au premier rang, le visage pâle mais digne. L'inspecteur présente les faits méthodiquement. La faute médicale de 1982, le tourment de Vincent, sa confession au père Mercier, sa décision de se rendre aux autorités, sa mort accidentelle dans la crypte, la décision du prêtre de cacher son corps. Les journalistes sont abasourdis. L'histoire a tout d'un roman tragique, sauf qu'elle est vraie, les questions fusent. Pourquoi Mercier a-t-il agi ainsi? Était-ce vraiment un accident? Y aura-t-il des poursuites contre quelqu'un? Marchand répond patiemment.
Le père Mercier est décédé en 2003. Il ne peut plus répondre de ses actes. Mais son journal montre clairement qu'il a agi par peur et par une conception erronée de son devoir sacerdotal. Ce n'était pas un criminel. C'était un homme qui a commis une terrible erreur de jugement dans un moment de panique. Hélène demande à prendre la parole. Sa voix est faible mais claire. J'ai attendu 19 ans pour savoir ce qui était arrivé à mon mari. Maintenant je sais. Vincent était un homme bon qui a commis une erreur professionnelle grave. Il a eu tort de la cacher, mais quand il a finalement trouvé le courage d'avouer, le destin lui a refusé cette rédemption. Je ne peux pas lui pardonner pour la famille Valois, mais je peux lui pardonner pour m'avoir aimé et pour avoir finalement tenté de faire ce qui était juste. Quant au père Mercier, je ne sais pas quoi penser. Il m'a laissé souffrir pendant des années, mais je crois qu'il a souffert aussi. Peut-être que tout le monde, dans cette histoire, a souffert des conséquences d'un moment de faiblesse. Céline Valois, contactée à Montpellier, réagit différemment. Mon frère est mort par négligence il y a 24 ans. Le responsable a passé 5 ans à vivre normalement avec ce secret, puis est mort avant de pouvoir en répondre. Ma famille n'a jamais eu justice. Savoir la vérité maintenant ne ramène pas Jérôme. Cela ne compense pas le mensonge. Je suis en colère, je resterai en colère. Mais contre qui diriger cette colère? Garnier est mort, Mercier est mort. Il ne reste que la tristesse et le sentiment d'une injustice qui ne sera jamais réparée. Le docteur Michel Laurent, l'ancien interne qui avait cosigné le faux rapport, démissionne volontairement de ses fonctions à Grenoble. Il publie une lettre ouverte dans Le Progrès où il assume sa part de responsabilité. J'ai manqué de courage, il y a 24 ans. J'ai laissé l'intimidation et la peur guider mes actes plutôt que l'éthique médicale. Je vivrai avec cette honte. J'espère que mon histoire servira de leçon à tous les jeunes médecins. Ne laissez jamais personne, même un supérieur respecté, vous convaincre de mentir ou de cacher la vérité. Le Conseil de l'Ordre des médecins ouvre une enquête posthume sur Vincent Garnier. En juin 2006, un rapport est publié. Il confirme la faute médicale et la falsification du rapport d'autopsie. Le nom de Vincent Garnier est retiré du tableau d'honneur de l'hôpital Édouard Herriot, où il figurait. C'est une décision difficile, mais nécessaire. Le directeur de l'hôpital déclare « Le docteur Garnier était un chirurgien talentueux qui a sauvé de nombreuses vies. Mais il a aussi commis une faute grave qu'il a tenté de cacher. Nous ne pouvons pas honorer cela. Toutefois, nous reconnaissons que dans ces derniers moments, il a cherché à se racheter. C'est une tragédie humaine dans toute sa complexité. L'église Saint-Nizier devient temporairement un lieu de curiosité morbide. Des touristes viennent voir la crypte où le chirurgien est mort et a été enterré. Le père François Girard est profondément troublé par cette attention. En septembre 2006, lors d'une homélie, il aborde la question directement. Ce qui s'est passé dans cette église il y a 19 ans est une tragédie. Un homme cherchait la rédemption et a trouvé la mort. Un prêtre a paniqué et a pris une décision terrible. Nous devons apprendre de cela. Le secret de la confession est sacré, mais il ne justifie pas de cacher un corps, de mentir à une famille endeuillée. Mon prédécesseur s'est trompé. Il l'a su. Il a souffert pour cela jusqu'à sa mort. Prions pour qu'il ait trouvé la paix qu'il n'a jamais connue de son vivant. Hélène Garnier organise des funérailles appropriées pour Vincent en octobre 2006, 19 ans après sa disparition. C'est une cérémonie intime, avec seulement quelques proches. Sophie Blanchard est présente. « Vincent était mon ami », dit-elle dans son éloge funèbre. « Il était imparfait comme nous tous. Il a fait une terrible erreur et a vécu dans le tourment. Mais je me souviendrai aussi de toutes les vies qu'il a sauvées, de sa passion pour la médecine, de son désir ultime de faire amende honorable. Qu'il repose enfin en paix. » Vincent est enterré au cimetière de la Guillotière, dans une tombe simple portant son nom, ses dates de naissance et de mort, et une inscription choisie par Hélène. Il a cherché la rédemption jusqu'au bout. Les mois suivants, Hélène fait quelque chose d'inattendu. Elle contacte un avocat et établit un fonds en mémoire de Jérôme Valois. Ce fonds finance des bourses d'études pour de jeunes médecins
avec l'exigence qu'ils suivent des cours supplémentaires en éthique médicale. Je ne peux pas changer ce que Vincent a fait, explique-t-elle. Mais je peux essayer de m'assurer que d'autres jeunes médecins apprennent l'importance de l'honnêteté et du courage face à l'erreur. Céline Valois, malgré sa colère initiale, accepte finalement de rencontrer Hélène en janvier 2007. Elle se retrouve dans un café près de la gare de Lyon. La conversation est difficile, tendue, ponctuée de longs silences. Mais à la fin, Céline dit « Vous n'êtes pas responsable de ce que votre mari a fait. Vous êtes une victime aussi, d'une certaine manière. Je ne peux pas dire que je pardonne, mais je peux dire que je comprends que tout cela est une immense tragédie sans véritable gagnant. » L'histoire du chirurgien disparu devient un cas d'étude dans les facultés de médecine. Un exemple des conséquences dévastatrices d'une erreur cachée et de l'importance de la transparence médicale. Elle est également discutée dans les séminaires de théologie, comme illustration des limites du secret de la confession et des dangers de la panique morale. Aujourd'hui, une plaque discrète dans la crypte de Saint-Nizier commémore tous ceux qui ont cherché la paix dans ce lieu sacré. Elle ne mentionne pas de nom, mais ceux qui connaissent l'histoire comprennent. Hélène Garnier vit toujours à Lyon. Elle a maintenant 78 ans. Elle a écrit un mémoire, publié en 2012, intitulé « 19 ans d'attente. Vivre avec l'incertitude ». Dans ce livre, elle raconte son expérience non pour excuser son mari, mais pour aider d'autres familles de personnes disparues à comprendre qu'elles ne sont pas seules. Elle termine son livre par ces mots. Vincent est mort en essayant de faire la bonne chose. C'est peut-être la seule consolation que je peux tirer de tout cela. Il n'a pas fui ses responsabilités. Il marchait vers elle quand le destin l'a arrêté. J'ai appris que la vie est rarement noire ou blanche. Les gens font des erreurs terribles et tentent ensuite de les corriger. Parfois ils réussissent. Parfois, comme Vincent, ils n'en ont jamais l'opportunité. Mais l'intention compte aussi, pas pour effacer la faute, mais pour comprendre la complexité de l'âme humaine. Cette histoire nous montre la complexité déchirante des dilemmes moraux et comment une seule erreur, dissimulée par peur, peut empoisonner des vies pendant des décennies. Elle révèle aussi qu'au moment où on trouve enfin le courage de faire face à ses fautes, le destin peut cruellement nous en priver. Le docteur Vincent Garnier, le père Antoine Mercier et toutes les personnes touchées par cette tragédie nous rappellent que nos choix ont des conséquences qui nous dépassent et que parfois la vérité met 19 ans à émerger, cachée derrière un mur d'église. Qu'en pensez-vous ? Comprenez-vous la décision du père Mercier de cacher le corps, même si elle était mauvaise? Avez-vous repéré les signes du tourment de Vincent tout au long du récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette investigation vous a marqué, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui apprécierait ce genre d'enquête approfondie.